Un Boeing 747 s'écrase dans la campagne anglaise. C'était un vrai champ de bataille. La dévastation totale. Où était passé ce 747? Les enquêteurs disposent de tous les indices nécessaires pour expliquer l'accident. L'avion s'est envolé sans que le problème n'ait été corrigé. Mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'équipage n'a rien fait pour le prévenir. Le copilote était sur le point de mourir et il ne disait pas un mot. Comment est-ce possible? La réponse ne se trouve pas sur le lieu de l'écrasement, mais à des milliers de kilomètres et à des siècles éloignés. Gary Dann profite des vacances de Noël dans le confort de son foyer au nord de Londres. On était en famille en train de s'échanger des cadeaux quand j'ai entendu un avion s'approcher. Le bruit est devenu de plus en plus fort, comme si l'avion allait arracher la cheminée. Ça me semblait aussi proche que ça de la maison. Comme il habite à moins de 2 kilomètres de l'aéroport de Stansted, Gary a l'habitude d'entendre des avions à réaction, mais jamais aussi près. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'avion en détresse avec les moteurs en feu. Il était incliné vers la gauche et plus ça allait, pire c'était. Le 747 de Korean Air s'écrase dans un boisé du village de Great Halinbury. Une explosion gigantesque s'est produite. Et on a vu une colonne de fumée s'élever dans les airs. J'ai pris une lampe de poche et je me suis précipité en bas en disant « L'avion s'est écrasé, il faut aller les aider ». On est partis en courant, mon frère et moi, en direction de la colonne de fumée et des flammes. Il y avait encore énormément de carburant qui brûlait. On est descendu dans un énorme cratère et on s'est mis à crier. On espérait entendre des survivants. L'avion a creusé un cratère de près de 10 mètres. Les débris de l'épave s'éparpillaient dans un rayon d'1 kilomètre. C'était un vrai champ de bataille. On a composé le 911. Il faudra près d'une demi-heure aux secouristes avant d'arriver sur les lieux. Ils constatent rapidement qu'il n'y a aucun survivant. Un avion valant plusieurs millions de dollars et des milliers de kilos de marchandises sont complètement détruits. Les enquêteurs du service britannique d'enquête sur les accidents aériens, l'AAIB, doivent maintenant découvrir ce qui s'est passé. C'était un avion très sophistiqué, piloté par un équipage expérimenté. Pourtant, ils ont perdu la maîtrise de l'appareil. Comment cela a-t-il pu arriver? L'aéroport de Stansted, situé au nord-est de Londres, est une importante plaque tournante européenne pour les compagnies à bas prix et les vols de transport de marchandises venant des 4 coins du monde. C'était très achalandé ce jour-là. Les passagers faisaient la queue pour se faire enregistrer, d'autres arrivaient, des gens venaient les chercher. Il y avait beaucoup d'autocars. L'aéroport était bondé à l'approche de Noël. Le vol 8509 de Korean Air est un avion cargo. Le 747 était un avion cargo. Il n'y avait donc pas de siège passager. La cabine était remplie de marchandises.
Parti de Séoul, en Corée du Sud, le gros porteur a fait escale à Tachkent, en Ouzbékistan, avant de se poser à Stansted, et doit maintenant s'envoler pour Milan, en Italie, avec un nouvel équipage. Dans la soute, un contrôleur de chargement dirige les opérations de déchargement et de chargement des marchandises. Il veille à ce que le fret de plus de 63 000 kilos soit fixé solidement et de façon sécuritaire. Il ne s'agit pas simplement d'empiler des boîtes. Ce travail peut avoir un effet désastreux sur les caractéristiques de vol de l'avion lui-même. Il faut charger l'avion en s'assurant de bien répartir le poids. Par exemple, il faut éviter de charger les choses lourdes à l'arrière et les plus légères à l'avant, sans quoi l'avion relèvera le nez et sera difficile à maîtriser. C'est très dangereux. Park Do-kyu est un commandant hautement respecté et un ancien colonel de l'armée de l'air coréenne. Il compte des milliers d'heures de vol aux commandes du 747. Park On-kyu, le mécanicien de bord du vol 8509, est responsable de la surveillance des systèmes mécaniques de l'avion. Le copilote Young Ki-sik a peu d'expérience sur le 747, avec seulement 195 heures de vol. Ce soir-là, les 3 membres d'équipage et un ingénieur coréen étaient à bord de l'avion. L'ingénieur a supervisé des travaux d'entretien mineurs. Il rentre à Séoul par le vol 8509. All right, gentlemen, if departure goes smoothly, we may just make our scheduled time. Let's proceed. Stansted clearance delivery, Korean Air 8509 requesting clearance to Milan. Korean Air 8509, we have no flight plan. Cannot clear you. Copy that. Stansted, stand by for flight plan. Tous les avions commerciaux doivent déposer un plan de vol avant de quitter le sol. Contact our people and get them to refile the flight plan. Hurry up. Ground control. Le vol Korean Air 8509 ne pourra décoller avant que son trajet détaillé ne soit remis au contrôleur. C'était un avion comme les autres pour le système de contrôle de la circulation aérienne. Il était soumis aux mêmes règles de fonctionnement et aux mêmes procédures que n'importe quel avion, que ce soit de passagers ou de fret. Korean Air 8509 cleared to Milan via Dover. Romeo? Korean Air 8509 cleared the Dover 6 Romeo, squawk 2230. Avec près d'1 heure de retard, l'équipage obtient l'autorisation de circuler. Il est 18h25. Korean Air 8509, line up on runway 23. Position and hold, runway 23. Korean Air 8509. Le commandant Park est conscient qu'ils n'arriveront jamais à Milan à l'heure prévue. Korean 8509, clear takeoff, runway 23. Finally. $80 knots. Roger. V1. Rotate. L'avion décolle de l'aéroport de Stansted à 18h36. Positive rate confirmed. Gear up. Gear up. Passing 900 feet. L'avion a atteint environ 760 mètres d'altitude. Peu après le décollage, l'avion devait effectuer un virage. Left turn at 1.5 DME. Copy that. Left turn at 1.5 DME. L'avion a amorcé son virage à gauche. Heading standby, sir. Heading 158. L'horizon artificielle du commandant lui indique que l'avion n'est pas en virage. Bank's not working. Bank! Bank! Look! Bank!
Pour une raison obscure, moins de 60 secondes après son décollage, le vol 8509 n'est plus qu'un amas de ferraille. Le vol 8509 de Korean Air est réduit à néant à quelques kilomètres à peine de l'un des aéroports les plus achalandés du monde. Il n'y avait même pas d'épave, les débris s'élevaient à hauteur des genoux. Où était passé ce 747? Dès que survient un accident majeur, le service britannique d'enquête sur les accidents aériens dépêche un spécialiste de la sécurité sur les lieux. Sid Hawkins évalue les risques présents sur le lieu de l'écrasement. Il est important que les enquêteurs puissent commencer leur travail le plus rapidement possible, mais je dois veiller à leur sécurité. C'est toujours difficile pour moi de les tenir à l'écart pendant qu'on fait notre première évaluation du site. Il se préoccupe d'abord des 30 tonnes de carburant que l'avion contenait au décollage. Est-ce que ce carburant était encore sur les lieux? Si c'était le cas, il représentait un danger immédiat pour l'équipe. Il fallait également savoir de quel type de marchandises il s'agissait. Y avait-il des matières dangereuses à bord? Let's shut down the scene for the night. It's too dark and dangerous. Notify your people. On n'y voyait absolument rien. En fait, c'était extrêmement dangereux pour les enquêteurs et les secouristes. L'examen du lieu de l'écrasement devra attendre au lendemain matin. Mais avant de quitter la scène, les enquêteurs font une découverte fondamentale en récupérant l'une des 2 boîtes noires de l'avion. La découverte de l'enregistreur le soir même était cruciale. L'enregistreur de conversation dans le poste de pilotage, ou CVR, est extrêmement important quand tous les membres de l'équipage ont péri. Il nous révèle la nature de leurs échanges, l'atmosphère qui régnait dans le poste de pilotage, sans oublier que les bruits des alertes et des avertissements y sont enregistrés. Mais la boîte noire est lourdement endommagée. Il est trop tôt pour savoir si le CVR contient les précieux indices qui expliqueraient la chute brutale de l'avion. Les derniers instants du vol 8509 demeureront peut-être un mystère. Pendant ce temps, l'AAIB a commencé son inspection sur la piste de l'aéroport de Stansted. David Miller est l'enquêteur principal des opérations. On s'est immédiatement rendu sur la piste quand on a reçu un rapport de l'aéroport nous disant qu'elle était jonchée de débris. Steve Moss, un enquêteur spécialisé en ingénierie, accompagne David Miller à l'aéroport. L'une des premières hypothèses était ce qu'on appelle une panne non confinée d'un réacteur, ce qui veut dire qu'un réacteur aurait explosé en laissant des débris sur la piste. Les enquêteurs se demandent si l'avion n'a pas commencé à se désintégrer dès son décollage. Parmi les fragments de pièces retrouvés sur la piste se trouve un élément de preuve qui donne froid dans le dos. Ça ressemblait étrangement à une mâchoire humaine. Notre esprit s'est emballé, bien sûr. Qu'est-ce qui s'était passé, pour l'amour du ciel? Est-ce que l'avion avait heurté quelqu'un en décollant? On s'est demandé si quelqu'un s'était suicidé en se jetant devant un moteur. Cela aurait nui à la performance du réacteur et provoqué l'écrasement? On n'en savait rien. L'examen de la piste suspend tout décollage et atterrissage à l'aéroport de Stansted. Cette fermeture survient à quelques jours de Noël. L'aérogare grouillait de monde. On subissait une énorme pression pour ouvrir la piste au plus vite. Korean Airline representatives arrived at Stansted Airport this morning. They're here to talk to accident investigators, both to try to assess what's known about the crash as well as to answer questions. Et les questions ne manqueront pas. La destruction du vol 8509 est le 5e accident grave à survenir chez Korean Air en 2 ans et demi. Si l'AAIB parvient à faire la lumière sur l'écrasement de Stansted, ce cycle funeste pourrait prendre fin. Daylight and the remains of a 747 lying in a path of destruction on the edge of an English village.
C'était un champ de débris très déroutant. Ça prend toujours un moment avant de prendre conscience de ce qu'on a sous les yeux et de tenter d'y voir plus clair. Au lever du jour, les enquêteurs peuvent enfin observer le point d'impact. Il s'agit d'un immense cratère recouvert de débris épars. En fait, les débris sur la piste provenaient de l'explosion. Ils ont été projetés à haute altitude avant qu'un vent arrière les emporte jusqu'à la piste. La vaste étendue des débris permet également de résoudre le mystère de ce qui s'apparentait à une mâchoire humaine. Le lendemain matin, un examen plus minutieux nous a révélé qu'il s'agissait d'un morceau de plastique tordu. Le spécialiste de la sécurité, Sid Hawkins, s'intéresse maintenant à ce qui reste du fret transporté à bord de l'avion cargo. Imaginez 40 ou 50 tonnes de marchandises emballées dans des boîtes de carton et une explosion d'une telle ampleur que la moindre pièce est complètement détruite. Ça donne une idée de la violence de cette explosion. Il doit s'assurer que cela ne pose pas de risque pour les enquêteurs. On a trouvé une expédition de matières corrosives. Hawkins apprend que le vol 8509 transportait également des cordeaux de transmission militaire, 2 tonnes de whisky, des cartouches d'impression et même un appareil de radiographie. Mais il constate rapidement que rien de tout cela ne constitue une menace sérieuse. On a conclu que les matières dangereuses à bord de cet appareil avaient toutes été détruites. De leur côté, les enquêteurs veulent savoir si l'avion s'est désintégré en vol avant de s'écraser. I did see a glow, which could have been the plane alight. I noticed the engines were on fire before it hit. I explained to the investigators that... J'ai raconté aux enquêteurs qu'en regardant par la fenêtre, j'ai vu l'avion s'approcher avec des flammes qui s'échappaient d'un moteur. Le témoignage de Gary Dann soulève l'hypothèse que le réacteur gauche se soit éteint, provoquant ainsi la forte inclinaison de l'avion. It's safe. But be careful down in through there. Afin de déterminer si l'avion était encore intact en percutant le sol, il procède à ce qu'on appelle une recherche des 4 coins. Est-ce qu'on a les 2 ailes, le stabilisateur, la dérive et la gouverne de direction? Finalement, tout était là. On pouvait donc conclure qu'aucune défaillance structurale de l'avion ne s'était produite en vol. En repérant les 4 coins de l'appareil, les enquêteurs notent également la présence de marques distinctives sur le sol. Une longue crevasse étroite avait été creusée par une aile. Et on voyait à quel point le nez de l'appareil avait touché le sol. La forme de ces marques nous permettait de mieux comprendre l'attitude de l'avion au moment de l'impact. Les marques au sol fournissent des détails révélateurs aux enquêteurs sur les dernières secondes du vol. L'avion a percuté le sol à grande vitesse, fortement incliné à gauche, en piqué, avec énormément de puissance. Pour une raison ou pour une autre, le pilote pouvait avoir été induit en erreur par ses instruments, ce qui l'aurait désorienté. L'équipe rapporte certains instruments de bord de l'avion au laboratoire de l'AAIB pour les examiner. On a récupéré quelques parties de l'ADI. L'ADI, ou indicateur directeur d'assiette, est un instrument de vol qui affiche l'inclinaison latérale et le tangage de l'avion. Les pilotes n'ont pas de repères visuels lors des vols de nuit nuageux. Mais ils disposent de l'horizon artificiel, ou ADI, devant eux. Les avions modernes ont 3 instruments. Un devant chaque pilote et un de secours sur le tableau central. Si l'un des 3 ne fonctionne pas, les pilotes peuvent comparer leurs instruments avec celui du tableau central pour vérifier lequel des 3 est défectueux.
On en a récupéré seulement des fragments, mais on a réussi à en faire l'analyse. Il découvre que l'horizon artificiel du commandant est probablement le fautif. Il indique le niveau de vol de l'avion au point d'impact. Or, les données ne concordent pas avec les preuves trouvées sur le lieu de l'écrasement. Par contre, sans l'enregistreur de données de vol, les enquêteurs ne peuvent expliquer cet écart. Il fallait que cet enregistreur nous confirme la trajectoire de vol exacte de l'avion. Les états d'entretien avant vol fournissent habituellement ces renseignements, mais pas cette fois. Le livret technique de ce vol a été détruit lors de l'impact. Et malheureusement, contrairement à l'usage, une copie n'avait pas été remise à Stansted. Pour en apprendre davantage, les enquêteurs interrogent l'équipage qui a piloté l'avion jusqu'à Stansted, lors de l'étape précédente du voyage. Ils nous ont dit qu'à leur départ de Tashkent la veille, dans de bonnes conditions météo et en plein jour, ils ont été obligés d'effectuer un virage à gauche. En amorçant son virage, le commandant a remarqué que son horizon artificiel était défectueux quant à l'inclinaison latérale. Comme il faisait jour, le pilote a réussi à s'orienter grâce à l'horizon extérieur. Afin de résoudre le problème, le commandant a sélectionné le troisième instrument comme source. Et tout a fonctionné parfaitement. Le vol s'est poursuivi et ils ont atterri sans encombre à Stansted. Une fois à destination, l'équipage a quitté l'aérogare avant l'arrivée de ses remplaçants. La pratique courante veut que les deux équipages se rencontrent pour un compte-rendu verbal de l'état de l'appareil. Ce qui n'a pas eu lieu. La seule personne ayant eu vent du problème de l'ADI est un ingénieur chargé de l'entretien de Korean Air. OK, I'll have a look. Korean Airlines avait dépêché un ingénieur pour faire la réparation nécessaire. L'ingénieur coréen ne disposait pas des outils dont il avait besoin. Il a demandé de l'aide à l'aéroport. Le récit de la réparation ne fait qu'épaissir le mystère. Le premier équipage savait qu'un instrument était défectueux et ils ont demandé qu'il soit réparé. Pourtant, au décollage, l'horizon artificiel du commandant Park ne fonctionnait toujours pas selon les preuves recueillies sur le lieu de l'écrasement. L'ingénieur coréen a péri dans l'accident. Le seul qui peut parler de la réparation est le mécanicien britannique qui lui est venu en aide. Il nous a raconté qu'il a retiré l'instrument du tableau, qu'il a débranché les fils à l'arrière. Pour découvrir ce qu'il croyait être un problème avec les broches de connecteurs à l'arrière de l'instrument. Il a replacé le connecteur correctement, il a réinstallé l'instrument sur le tableau de bord et finalement, il en a vérifié le fonctionnement. Aux yeux de l'ingénieur, le problème était réglé. Les travaux avaient-ils vraiment réparé la défaillance? Ils espèrent trouver la réponse grâce à l'enregistreur de données de vol qu'ils ont enfin réussi à récupérer sur le lieu de l'écrasement. Le retrouver parmi les décombres au fond d'un cratère de 10 mètres a demandé énormément d'efforts. Il a fallu 7 jours avant d'y arriver. Mais le téléchargement des données réserve une surprise aux enquêteurs. Selon les mesures, l'angle d'inclinaison de l'avion n'aurait jamais dépassé 2 degrés. De toute évidence, l'angle d'inclinaison était beaucoup plus prononcé que ça, au moins 90 degrés. Ça a éveillé nos soupçons. Comment l'expliquer? Pourquoi un 747 de Korean Air s'est-il écrasé quelques secondes après s'être envolé de l'aéroport de Stansted à Londres? Les enquêteurs commencent à peine à démêler le fil des événements.
l'enregistreur de données de vol de l'avion de Korean Air révèle que l'ADI défectueux n'aurait pas été réparé. Les enquêteurs doivent comprendre pourquoi le problème de l'équipement de radionavigation de l'appareil n'a pas été identifié correctement. How exactly did your crew report this problem? À l'atterrissage, le mécanicien de bord du premier équipage a mentionné le problème de l'ADI en inscrivant un code dans son livret technique. Il l'a ensuite porté à l'attention de l'ingénieur chargé de l'entretien. La procédure habituelle consiste à noter le code inscrit pour ensuite vérifier le code correspondant dans le manuel d'identification des pannes. C'est ce qui lui aurait indiqué la nature de la panne et la réparation à effectuer. Mais l'ingénieur de Korean Air n'avait pas de manuel d'identification des pannes sous la main. Il ne savait donc pas quelle était la réparation appropriée. Il a fait de son mieux pour régler le problème. All right, that's our problem. À ce moment-là, on a revu en profondeur le manuel de l'aéronef, le manuel d'entretien d'équipement et même le manuel des schémas de câblage. Après une analyse minutieuse du système de navigation de l'avion, les enquêteurs découvrent finalement ce qui ne fonctionnait pas avec l'ADI. Les données qu'ils recevaient étaient corrompues. Le véritable problème se situe au cœur de l'avion, dans un dispositif appelé Centrale inertielle de navigation par inertie, ou INU. Les centrales envoient les données concernant le roulis et le tangage aux ADI du commandant et du copilote. Les enquêteurs en concluent que l'un des INU a fait un court-circuit. C'est ce qui a altéré les renseignements sur l'inclinaison latérale que recevait l'enregistreur de données de vol et l'ADI du commandant. Les travaux effectués sur le vol 8509 n'ont absolument rien donné. Le problème n'a pas été réparé. Ils ont fait fausse route. Need you to remove the captain's ADI. Si l'ingénieur avait consulté le manuel d'identification des pannes, il aurait su que l'intervention de maintenance appropriée consistait à remplacer l'INU numéro 1 et non pas l'ADI du commandant. Leur réparation n'a eu aucune utilité. L'avion s'est envolé sans que le problème n'ait été corrigé. Les pannes d'instruments sont très rares. Par contre, les pilotes sont formés pour réagir à ce genre de situation. La vérification de chacun des 3 ADI aurait permis au commandant d'identifier le problème. L'enregistrement des données de vol indique que l'ADI du copilote et l'ADI de secours affichaient tous les deux le bon angle d'inclinaison de l'avion. Seules les informations de l'horizon artificiel du commandant étaient erronées. La réaction de l'équipage devant cette défaillance quelques secondes après le décollage pourrait expliquer la tragédie. Les enquêteurs ont un nouvel aperçu des derniers moments cruciaux. Sir. Les techniciens de l'AAIB ont réussi à récupérer l'enregistrement du CVR lourdement endommagé. L'un des éléments les plus importants de cet enregistrement était le son d'un avertisseur qui se déclenchait dans le poste de pilotage au moment où l'avion quittait Stansted. Mais ce que l'on n'entend pas est encore plus troublant que l'alarme. They seem to be ignoring the alarms completely. Ils n'ont même pas abordé le sujet de la défaillance de l'horizon artificiel. L'alarme prévient les pilotes qu'un ADI est défectueux et qu'ils doivent vérifier leur 3e instrument pour identifier quels sont les 2 ADI qui fonctionnent correctement. Mais étrangement, les pilotes demeurent silencieux.
Le mécanicien de bord a vu l'horizon de secours. Il a regardé les deux autres instruments et il a mentionné le problème au commandant. Mais le commandant n'a pas eu la moindre réaction. Les enquêteurs restent également perplexes en apprenant que le copilote qui disposait d'un ADI fonctionnel n'a rien fait pour sauver l'avion. Pourquoi le copilote n'a-t-il rien dit? Il était en danger de mort. Et il savait qu'un instrument était défectueux. Le comparateur sonnait et il ne disait rien. Le copilote aurait dû dire au commandant que son ADI ne fonctionnait pas. Il aurait dû dire fermement au commandant « Mon ADI fonctionne. À moi les commandes. Cédez-moi les commandes. » Et la réponse appropriée aurait été « Oui, je te cède les commandes ». Mais le copilote n'a rien dit. Les enquêteurs ne comprennent toujours pas pourquoi les pilotes de Korean Air ne se sont pas consultés alors que leur avion était en détresse. Par contre, le CVR permet d'éclaircir une question concernant les récits des témoins de l'écrasement. Le CVR ne faisait pas état d'un incendie à bord de l'appareil. On aurait entendu une alarme d'incendie moteur ou une alerte quelconque. Mais il n'y avait rien de cela. Steve Moss n'est pas surpris que des témoins se soient mépris. On peut voir toutes sortes de choses quand il fait noir et mauvais temps. Les témoins peuvent parfois confondre le reflet des feux d'aéronef ou des feux de navigation avec des flammes. Les enquêteurs veulent en savoir davantage sur cet équipage qui a laissé une défaillance mineure se transformer en terrible catastrophe. On a écouté l'enregistrement, mais c'était en coréen, bien sûr. Même si on avait la traduction sous les yeux, c'était difficile de saisir leur ton et leur perception de la situation. On a demandé l'aide d'une interprète coréenne pour nous décrire la dynamique des échanges entre les pilotes. Ils constatent qu'avant le décollage, le commandant est devenu de plus en plus impatient en raison du retard. Korean Air 8509, please explain your delay. Answer them. They're asking how long the delay will be. Make sure you understand what they're saying before you speak. Stansted clearance, standing by for new flight plan for Milan. Le commandant était extrêmement autoritaire et très critique à l'égard du copilote. Le copilote était très soumis. Il ne faisait qu'écouter, et le commandant était seul à parler. Miller se demande ce qui se serait passé si le commandant avait écouté l'avertissement lancé par le mécanicien de bord. Il veut savoir si le commandant aurait eu suffisamment de temps pour corriger la situation. À l'aide d'un simulateur de vol et des données de l'enregistreur de bord, il reconstitue le déroulement du vol. La simulation révèle que l'écrasement aurait pu être évité. C'était tout à fait possible de redresser l'avion à 150 mètres du sol, à une vitesse de 260 nœuds, à 80 degrés d'inclinaison. En sachant ce qui se passait, on pouvait redresser cet avion et raser le sol. L'expérience incite Miller et son équipe à s'intéresser de plus près à la formation des équipages de conduite de Korean Air. L'interaction entre les membres de l'équipage a joué un rôle déterminant dans cet accident. Il fallait se rendre en Corée pour en apprendre davantage sur la formation de leur équipage. En Corée, Miller a l'occasion d'assister à la formation des pilotes. Il y a sans contredit une grande hiérarchie entre les pilotes. Le commandant était considéré comme le plus vieux, le plus sage, le plus expérimenté, et le copilote était le jeune apprenti inexpérimenté.
L'équipage travaillait selon une approche très procédurale. Il n'y avait pas beaucoup de place pour l'instinct, pour gérer les situations exceptionnelles. La dynamique de l'équipage observée pendant la formation présente des similitudes frappantes avec l'enregistrement des conversations dans le poste de pilotage du vol 8509. Les enquêteurs fouillent le passé du commandant Park. Plusieurs commandants travaillant chez Korean Air avaient été formés dans l'armée. Le commandant Park, un ancien colonel, avait connu une brillante carrière comme pilote d'avion d'appui tactique léger. À l'époque, la culture coréenne voulait que ces pilotes occupent une position à la hauteur de leur rang au sein de l'armée. Ça aurait été très déshonorant pour un ancien colonel militaire d'être copilote. La compagnie aérienne devait immédiatement le nommer commandant. Park a été promu commandant même si son expérience se résumait à voler en solo dans des chasseurs à réaction et non en équipe dans de gros avions de ligne. En reconstituant le casse-tête de la mauvaise communication, des pépins inattendus et de la dynamique entre les membres de l'équipage, les enquêteurs estiment avoir finalement compris pourquoi le vol 8509 de Korean Air s'est écrasé moins de 60 secondes après son envol. This is inexcusable. If we hit one more delay. Korean 8509, clear takeoff runway 23. Clear for takeoff runway 23. Korean 8509. Clear for takeoff. Finally. Une suite de délais a entraîné le retard du vol 8509. La patience du commandant a été mise à l'épreuve. Le copilote a gardé son calme, désireux d'éviter tout conflit avec son collègue et supérieur. L'équipage doit travailler en équipe en tout temps. Il ne faut surtout pas avoir un autocrate dans un siège et un copilote soumis dans l'autre. V1. Rotate. Positive rate confirmed. Gear up. Gear up. L'équipage doit se sentir libre de donner son avis et de critiquer les décisions d'un supérieur, s'il le faut. L'erreur fatale s'est produite quand le commandant a tourné son manche à balai à gauche. Son horizon artificiel n'a pas bougé. C'était certainement très troublant. Il a dû se demander ce qui se passait. Il a décidé d'incliner davantage l'avion sans cesser d'augmenter sa vitesse angulaire de virage. Le mécanicien de bord savait que l'avion s'inclinait à un angle extrême. Mais le commandant Park a ignoré tous les avertissements. Quelques mois auparavant, il avait été réprimandé parce qu'il n'avait pas respecté une procédure de vol aux instruments au décollage. On soupçonne que c'était sa préoccupation majeure. Il voulait respecter la procédure à la lettre pour éviter un autre blâme. Et pour aggraver les choses, il n'avait aucun repère visuel et il ne pouvait probablement pas sentir l'inclinaison extrême de l'avion. Si l'instrument indique que l'avion effectue un vol rectiligne en palier, c'est ce que le pilote croit, même si l'appareil est fortement incliné. Les équipages sont formés pour se fier à leurs instruments avant leur propre jugement. Le commandant a fait confiance à son ADI malgré les indices flagrants de son mauvais fonctionnement. Le copilote aurait dû dire au commandant « Écoutez toutes ces alertes ». Sa réaction, ou plutôt son absence de réaction, est incompréhensible. Mais selon moi, c'est étroitement relié à la culture coréenne, ou du moins ça l'était à l'époque. Craignant davantage le déshonneur que la mort, le copilote n'a pas osé s'opposer au commandant, ni même tenter de corriger la situation. Ils n'ont pas travaillé en équipe. Un homme était aux commandes,
avec ses 2 subalternes. L'avion s'est incliné de plus en plus. 30 degrés, 40, 50, 60, 70, 80, pour finalement atteindre 90 degrés. Les enquêteurs soupçonnent maintenant que les racines du tragique accident remontent à des siècles avant que le 747 ne quitte le sol. Sir. Pendant des siècles, la culture coréenne a été définie par une structure de classe à la hiérarchie sociale rigide. Les enquêteurs ont constaté à quel point l'armée coréenne, une institution régie par l'honneur, a exercé une influence considérable sur l'aviation commerciale. Il ne fait maintenant aucun doute que cette adhésion sans compromis aux normes culturelles a mis la vie de l'équipage du vol 8509 de Korean Air en danger dès son entrée dans le poste de pilotage. Il est très difficile de renier des valeurs culturelles aussi profondément enracinées. L'écart hiérarchique entre les 2 pilotes était encore plus prononcé en raison de la disparité entre leurs grades militaires. Les valeurs culturelles des 2 pilotes ont joué un rôle de premier plan dans la catastrophe. La relation entre les 2 hommes n'était pas égalitaire. 2 ans et demi auparavant, un vol de Korean Air s'est écrasé dans le Pacifique Sud, faisant plus de 200 victimes. Korean Air traversait une période difficile. Un avion s'était écrasé à Guam. Une mauvaise communication au sein de l'équipage et de vieilles règles hiérarchiques sont en partie responsables de la tragédie de Guam. Leur réputation était déjà entachée quand cet accident est survenu. L'armée américaine décide de ne plus recourir à Korean Air pour transporter son personnel dans la région du Pacifique. La compagnie aérienne se retrouve sous les projecteurs partout dans le monde. À la suite de l'écrasement du vol 8509, la réputation de Korean Air est détruite. At a news conference, the Korean airline officials made the startling admission that military pilots, many of whom were recruited by the airline, sometimes take unnecessary risks. Malgré toute cette publicité négative visant la compagnie aérienne en difficulté, les enquêteurs ont une stratégie pour aider Korean Air à régler ses problèmes de sécurité. Selon moi, tous les accidents ont une leçon à nous apprendre pour améliorer la sécurité aérienne. L'AAIB recommande de modifier tout le matériel de formation importé pour qu'il soit mieux adapté à la culture coréenne. Le programme de formation de Korean Air est révisé en profondeur, à la fois pour améliorer la performance des pilotes et pour instaurer une toute nouvelle dynamique dans le poste de pilotage. Après l'accident de 1999, Korean Air a lancé un important programme pour améliorer ses résultats en matière de sécurité. La compagnie a mis en place des procédures beaucoup plus rigoureuses, sans compter qu'elle a investi massivement dans la sécurité en vol. Dans ce cas-ci, l'accident est le résultat de problèmes de communication et de maintenance. Et plus important encore, d'une mauvaise gestion des ressources du poste de pilotage. Les statistiques montrent que depuis les événements de la fin des années 90, Korean Air est désormais considérée comme étant une compagnie aérienne très sécuritaire. Korean Air s'est complètement transformé après la catastrophe du vol 8509. Depuis 1999, la compagnie ne compte pas un seul écrasement et aucun décès. Elle est même devenue l'une des compagnies aériennes les plus respectées à travers le monde. Au-dessus des champs de maïs de l'Iowa,
le vol 232 de United Airlines a de graves ennuis. L'un des 3 réacteurs du DC-10 a explosé. Les pilotes perdent la maîtrise de l'avion. L'espoir d'atterrir sain et sauf réside dans la cabine. Danny Fitch s'y connaît probablement plus que quiconque sur Terre en matière de pilotage de DC-10. De simple passager, je suis devenu membre d'équipage. Mais malgré sa vaste expérience, rien ne l'a préparé à ce qui s'en vient. Quand j'ai constaté ce qui se passait, je me suis immédiatement dit, « Danny, c'est aujourd'hui que tu vas mourir. » Après avoir quitté Denver, au Colorado, le vol 232 de United Airlines a parcouru la moitié de son trajet vers Chicago. Le DC-10 vole à une altitude de 11 200 mètres. Avec le temps clair, il s'agit d'un vol sans encombre pour le commandant et son copilote, 2 anciens pilotes de chasse. L'avion était en bon état. On buvait un café. Il faisait beau. Et il n'y avait aucune raison de s'inquiéter ce jour-là. C'est la journée des enfants chez United Airlines. Leur billet ne coûte qu'un sou. Parmi les 285 passagers, il y a 52 enfants. Thanks for the cookies, Jan. Now, how about some more coffee? Danny Fitch est pilote chez United Airlines. Il est également instructeur de vol pour le DC-10. Le vol se déroulait tout à fait normalement. On avait atteint l'altitude de croisière et le repas avait été servi. Une fois les plateaux desservis, j'ai demandé une tasse de café à la jambe de bord. Heading home for a few days? Yeah, be good to get back. Excuse me. I'll take a refill when you have a second. Thank you. Jerry Schemmel est conseiller juridique pour la Fédération continentale de basketball. Il se rend à Chicago pour le repêchage de joueurs universitaires. Il n'y avait aucune turbulence. Au décollage, on nous avait dit que le vol de 2 heures à destination de Chicago serait très calme. Tout à coup, on a eu l'impression de se retrouver au cœur d'une violente tornade. Le copilote Bill Rickards désactive immédiatement le pilote automatique pour reprendre les commandes manuelles. Il n'y a pas eu la moindre alarme, sonnerie ou voyant lumineux. Juste cette grosse détonation. C'est tout. Quand j'ai entendu ce bruit qui donnait l'impression de déchirer la cabine entière, la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est qu'une bombe avait explosé. Je me suis dit, ça y est, on va tous mourir. Je savais qu'on ne survivait pas à l'explosion d'une bombe dans un avion. Danny Fitch est attentif au moindre soubresaut du DC-10. Ma tasse de café s'était renversée. Mes fesses n'étaient plus sur le siège, mais sur la coudoir gauche. Le bruit d'explosion a été suivi de 10 secondes d'intenses vibrations. Les pilotes ont beaucoup de mal à maîtriser l'appareil. Le commandant Haynes tente de comprendre ce qui se passe. Les secousses étaient tellement violentes que je n'arrivais pas à lire les instruments. Le DC-10 est muni de 3 réacteurs. Le deuxième est situé sur la queue de l'avion. C'est lui qui est victime de la défaillance catastrophique. Les passagers gardaient leur sang-froid, mais ils avaient l'air très nerveux. Comme moi, ils se demandaient ce qui allait se passer. On se doutait que ça n'annonçait rien de bon. Le copilote ne parvient pas à redresser l'avion.
Quand un réacteur a un problème, on l'arrête parce qu'on ne connaît pas l'étendue des dommages. Sinon, il risque d'exploser. Okay, that's got it. Mais Denny Fish n'est pas rassuré. Il craint que la panne moteur ne cache autre chose. J'ai regardé par le hublot à la recherche d'indices. Et j'ai remarqué quelque chose d'anormal. L'aile droite de l'avion était inclinée. L'extension du deuxième réacteur n'en était certainement pas responsable. Autrement dit, le réacteur n'avait rien à voir avec ce que j'avais sous les yeux. Bill a dit « Al, je ne maîtrise pas l'avion. » C'est le genre de phrase qui retient l'attention. J'ai vérifié l'état des commandes de vol. Le réacteur endommagé est éteint. Mais l'appareil ne répond pas aux commandes du copilote. L'avion est de plus en plus incliné vers la droite. C'est une sensation extrêmement troublante de manier les commandes à fond d'un côté, alors que l'avion se dirige dans la direction opposée. Si les pilotes n'arrivent pas à redresser l'avion, il se retrouvera bientôt à l'envers. Il tournait le volant à fond à gauche, le plus loin possible. On ne peut pas faire ça. Il y avait un grave problème. L'avion menaçait de se retourner complètement. On ne pouvait pas laisser faire ça. Il est maintenant impossible de diriger l'avion. La situation est critique et l'extinction d'un réacteur ne peut expliquer ce qui se passe. Dudley, check the cages. What's going on back there? We have no hydraulic fluid left. All systems are down to 0. All 3? That's impossible. Un système hydraulique complexe relie les commandes du manche à balai du pilote aux différentes gouvernes de l'avion, dont les gouvernes de profondeur, les gouvernes de direction et les ailerons. Sans fluide dans les circuits, il devient impossible de manœuvrer ces commandes de vol essentielles. Les circuits hydrauliques sont les éléments vitaux de l'avion. Ils fournissent la force musculaire nécessaire pour faire bouger les commandes de vol. Ce sont eux qui rétractent le train d'atterrissage, qui braquent les volets. La plupart des pièces mobiles de l'avion bougent grâce à l'hydraulique. Sans circuit hydraulique, il n'y a pas de contrôle possible. Aussi bien jeter le manche à balai par le hublot. Même si les manches à balai n'ont aucun effet sur les mouvements de l'avion, les deux pilotes s'en servent instinctivement, comme s'ils fonctionnaient encore. C'est comme la conduite d'une voiture. Quand on dérape sur la glace, on garde les mains sur le volant, même si ça ne donne rien. C'était la même chose. On tenait le manche en espérant qu'il reste un peu de fluide hydraulique quelque part. Le DC-10 a 3 circuits hydrauliques distincts. Si l'un des 3 cesse de fonctionner, les 2 autres prennent le relais. Mais cette fois, les 3 systèmes n'ont plus une seule goutte de fluide. Il y avait une chance sur 1 milliard que ça se produise. On n'avait jamais été formé pour ce genre de situation, parce que théoriquement, ça ne peut pas arriver. La perte des circuits hydrauliques est synonyme de perte de contrôle. L'avion risque de piquer du nez à tout moment. On a improvisé. On était tous conscients qu'il n'y avait pas de procédure à suivre. Il fallait se servir de ce qui nous restait. Les réacteurs gauche et droit fonctionnent encore. Les pilotes décident d'en tirer profit. I'm going to pull back number 1 about 10%. You go up on number 3, 10%. Nice and slow. En réglant la puissance des 2 réacteurs, ils parviendront peut-être à redresser l'avion et à voler à l'horizontale. Easy does it. Les moteurs tournent à la vitesse de croisière. Le moindre faux pas pourrait s'avérer catastrophique. L'avion se redresse un peu. Okay. That's got it. Cette manœuvre improvisée semble donner les résultats escomptés. Mais sans circuit hydraulique, l'équipage et les passagers sont encore en danger. About 400 miles. Parvenir à Chicago avec seulement 2 réacteurs est possible, mais sans commande de vol, les pilotes ignorent s'ils seront capables de se poser sur la piste. How are we gonna land this thing?
L'ensemble des dispositifs qui permettent habituellement de diriger l'avion ne peut être actionné. Aucun pilote n'a jamais réussi à poser un décédé sur la terre ferme en toute sécurité sans l'usage des circuits hydrauliques. 296 personnes vont bientôt mourir, à moins que les pilotes ne trouvent une solution. The nose is going down. What's going on here? Le vol 232 de United Airlines s'est mis à accélérer vers le sol. Habituellement, en tirant le manche à balai, les gouvernes de profondeur montent et le nez de l'avion se redresse. We have no elevators. Mais sans circuit hydraulique, c'est impossible. Habituellement, on n'a qu'à tirer le manche pour relever le nez de l'avion. Mais les commandes n'en répondaient plus. Okay, let's ease them up, see what happens. Les deux réacteurs avant sont leur seul espoir. Let's try 10%. Watch the gauges. Easy. En augmentant la puissance des réacteurs, les pilotes espèrent créer suffisamment de portance sous les ailes pour relever le nez de l'avion. C'était la chose à faire parce que la puissance génère de la portance. La manœuvre porte fruit. L'avion se redresse. Okay. That's got it. Easy. Easy. We just dropped 1,000 feet. Okay, we gotta land this thing. Find out where the hell we are and get us to the nearest airport. Depuis la panne réacteur, l'avion n'a pas cessé de dévier vers la droite. Le vol 232 ne pourra jamais atteindre Chicago sans les commandes de vol. Les pilotes doivent trouver un endroit sûr pour atterrir au plus vite. This is United 232. We are declaring an emergency and requesting a vector to the nearest airport. What's going on? We've lost hydraulics. We have to make an emergency landing. United 232, you're heading towards Sioux City. Would you like to go there? We'll take Sioux City. Affirmative. Start getting the cabin ready. Okay, now we're climbing. L'avion commence soudainement à monter. Ce faisant, la vitesse diminue et les ailes perdent de la portance. Si l'ascension se poursuit, l'avion décrochera et tombera du ciel. What the hell's going on here? Watch the right side. I got it. Afin d'abaisser le nez, le commandant Haynes doit réduire la puissance des réacteurs tout en se démenant pour maintenir l'avion en vol horizontal. Okay, that's got it. J'ai senti qu'on perdait de l'altitude. Je me demandais ce qui n'allait pas avec cet avion. We're dropping again. Ease it up. Gently. Gently. Okay. 275. L'avion a perdu 450 mètres d'altitude. How far is Sioux City? About 55 miles. Dans 30 minutes, l'avion s'écrasera au sol. Jan, don't worry about this. This airplane will fly fine on 2 engines. Quand j'ai voulu la rassurer, elle m'a répondu « Non, Denny. Je sors du poste de pilotage. Les deux pilotes essaient de maîtriser l'avion. » The captain has told us we've lost all our hydraulics. Super. Ça voulait dire pas de train d'atterrissage, pas de bec, pas de volet, pas de commande de vol. Okay. Tell the captain that you've got a DC-10 training check airman back here. If there's anything I can do to help, I'm happy to do so. United 232, understand you're requesting an emergency landing? Affirmative. We've lost all hydraulic control, requesting a vector to the airport. United 232, radar contact.
Turn left heading 255. I don't think turning left is something we want to try. I wouldn't want to risk it. Agreed. Le cap vers Sioux City exige de virer à gauche, mais pour une raison inconnue, l'avion ne veut virer qu'à droite. Le contraindre à faire un virage à gauche pourrait s'avérer désastreux. Okay, we're in a right turn right now. That's about the only way we can go. Quand la tour nous fournit un cap, on essaie de le respecter. Mais on déviait vers la droite sans être capable de manier les manches. Et si on tentait d'effectuer un virage à gauche, on risquait de faire un 360 degrés. United 232 Heavy, roger. Right turn heading 255. Les pilotes doivent exécuter un virage à droite d'une grande précision sans l'usage des ailerons. Ils alternent soigneusement la puissance entre les deux réacteurs pour faire tourner l'avion. Tandis que le virage s'amorce, le nez s'abaisse de nouveau. L'avion accélère vers le sol. On essayait de maintenir l'avion en vol horizontal, mais même si on arrivait à virer à droite, le nez de l'appareil s'abaissait et il menaçait de se retourner à l'envers. Ils parviennent à compléter le virage, mais ils ont encore perdu 300 mètres d'altitude. Et il reste 64 km à parcourir avant Sioux City. I don't think we're gonna make the airport, fellas. L'équipage du vol 232 de United Airlines a enfin une bonne nouvelle. There's a DC-10 instructor on board who's offering assistance. C'était un soulagement de savoir qu'il y avait un instructeur de vol à bord. On espérait qu'il nous donne des conseils. Il nous a offert son aide et on était très heureux de l'accueillir dans le poste de pilotage. Okay, let him come up. Did you come with me? C'est à ce moment-là que de simples passagers, je suis devenu membre de l'équipage. Je me souviens que les muscles de leurs avant-bras étaient tendus et leurs jointures étaient blanches. Les deux pilotes tenaient fermement leur volant de commande de vol, en essayant de piloter l'avion ensemble. Ce n'était pas normal. Un avion peut très bien voler avec un seul pilote aux commandes, et à peine deux doigts. Quand tout se déroule normalement, bien sûr. De toute évidence, ce n'était pas normal. You want to go forward, Al. Now go forward. Let it come back and lead it away. Lost all 3 hydraulic systems. Quand j'ai constaté ce qui se passait, je me suis immédiatement dit, Denny, c'est aujourd'hui que tu vas mourir. Tell me what you want, I'll help you. Take the throttles. Il pouvait s'installer entre Bill et moi pour alterner les poussées des réacteurs, beaucoup plus facilement que nous. Okay. Pull back, pull back. Start it down. Danny Fitch doit ralentir la cadence pour mettre fin à l'ascension de l'avion. Je n'ai pas mis de temps à sentir les réactions de l'avion. No, 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 not yet. Wait a minute till it levels off. Les agents de bord se préparent discrètement pour l'atterrissage d'urgence. Doesn't look good. Comme tout le monde, j'observais attentivement les agents de bord, en espérant deviner ce qu'ils pensaient, ce qu'ils savaient, ce qu'ils ressentaient. Ils ont passé un bon moment à ranger la cabine. Danny Fitch ne quitte pas le manche à balai des yeux. Il tente de deviner ce que les pilotes attendent de lui. Is this Sioux City down to the right?
That's Sioux City. Leur destination est enfin en vue. En temps normal, les pilotes réduiraient leur vitesse en vue de leur approche vers l'aéroport, mais sans commande de vol, c'est impossible. En raison de la perte des circuits hydrauliques, ils ne pouvaient pas configurer les ailes pour l'atterrissage, ce qui les obligeait à voler beaucoup plus vite pour ne pas perdre leur portance. On ne pouvait absolument pas contrôler notre vitesse. C'était notre plus grande préoccupation. On aurait voulu ralentir, mais on ne pouvait rien y faire. S'ils parviennent à s'aligner avec la piste, ils se poseront à très grande vitesse. Ils ignorent comment réagira l'avion lors de l'impact. On était très inquiets au sujet de l'impact avec le sol, parce qu'on ne pouvait pas relever le nez de l'appareil dans une position d'atterrissage. Ce qui allait se produire en touchant le sol me tracassait, sans compter que je n'étais pas convaincu de réussir à atteindre la piste. Danny Fitch maintient l'avion en vol horizontal et sur l'axe en alternant la puissance des deux réacteurs. Intuitivement, j'ai senti les réactions de l'avion. Et j'ai senti qu'il commençait à voler en harmonie avec moi, en quelque sorte. J'ai senti que l'avion m'envoyait des signaux, qu'il me prévenait de ce qu'il allait faire. I'm Al Haynes. Hi, Al. Danny Fitch. Bill Record's here. I'll tell you what. We'll have a beer when this is all done. Well, I don't drink, but I'll sure as hell have one. On risquait de mourir. Chacun de nous et nos passagers. Le vol 232 de United Airlines est à 10 minutes d'un atterrissage quasi impossible. On s'attend à ce qu'il n'y ait aucun survivant. Les secouristes se préparent au pire. Tandis que l'avion s'approche de l'aéroport, le commandant Haynes décide qu'il est temps de révéler aux passagers ce qui les attend. Ladies and gentlemen, this is Captain Al Haynes speaking. As you must be aware by now, we're having some control difficulties with the plane. We're attempting an emergency landing in Sioux City. We'll be landing in approximately 8 minutes. We've got about as much control over the plane as we can get, but I need you to understand this is going to be a crash landing. Please review your emergency procedures. This is going to be worse than anything you've ever been through before, and you need to be ready. We will do everything in our power to get everyone to the ground, but we need your cooperation. Le commandant Haynes voulait être parfaitement honnête avec nous, sans essayer de nous dorer la pilule. Il ne nous a pas caché que la situation était critique. J'étais convaincu qu'on ne s'en sortirait pas. Je me suis dit que mon heure était venue. L'issue de la manœuvre était incertaine. Je crois qu'ils étaient conscients que l'avion serait lourdement endommagé et qu'il y avait de fortes probabilités de graves blessures, ou pire. Okay. Let's start this sucker down. Le vol 232 de United Airlines est à 2700 mètres du sol et à moins de 10 minutes de l'aéroport. L'avion vole encore beaucoup trop rapidement pour atterrir en toute sécurité. Au lieu de voler à une vitesse normale, entre 120 et 140 nœuds, il dépassait largement les 200 nœuds. Il se présentait sur la piste avec énormément de puissance, ce qui demande une distance beaucoup plus grande pour atterrir, sans oublier que leur marge d'erreur devenait extrêmement faible. Anybody got any ideas about putting the gear down? I would. Sortir le train d'atterrissage permettra de ralentir l'avion. Sans circuit hydraulique, les pilotes doivent le sortir manuellement, en espérant que la gravité le verrouillera en place. I hope that does it. Si le train d'atterrissage ne se verrouille pas, l'avion est condamné. All green. Le train d'atterrissage génère suffisamment de résistance pour réduire légèrement la vitesse de l'avion, mais il dépasse encore de 70 nœuds la vitesse recommandée. Okay, start it down now. Les passagers se préparent tant bien que mal à vivre ce qui risque d'être leur dernier moment.
Je t'aime. Voilà les 3 derniers mots que j'ai écrits à ma femme. Je pensais vraiment que je ne survivrais pas à cet accident. Mais j'ai tout de même fini par me dire, au cas où tu te tromperais, tu devrais te préparer et avoir une stratégie. Pendant les 4 ou 5 dernières minutes, je me suis dit que si j'étais mort ou gravement blessé, je ne pourrais pas aider personne, mais que si je survivais, il ne fallait pas que je me sauve. Ne panique pas, garde ton sang-froid et fais de ton mieux pour aider les autres passagers. L'avion n'est plus qu'à 27 km de l'aéroport. You want the seat? Yeah. You might. OK. Tous les pilotes s'attachent solidement en prévision de l'atterrissage d'urgence. OK. À quelques kilomètres à peine de l'aéroport, l'équipage doit effectuer un autre virage à droite pour garder le cap. Airport's down there. Got it. I don't see it yet. As soon as it starts down, back we go. On se demandait à quelle vitesse on allait toucher le sol et ce qui allait se passer au moment de l'impact. On savait que le choc serait violent, mais on espérait qu'il ne fasse pas exploser l'avion. Forward, forward, forward. Sans volet, il n'y a que la vitesse qui garde l'avion dans les airs. Les pilotes sont obligés de maintenir les réacteurs à pleine puissance. Won't this be a fun landing? Hold the heading if you can. That's fine. D'une altitude de 11 200 mètres, les pilotes ont réussi à zigzaguer jusqu'à ce que la piste de Sioux City soit en vue. Il leur reste à poser l'avion sur la terre ferme. Il descend vers la piste à 490 mètres par minute. C'est plus rapide qu'une navette spatiale qui revient sur Terre. That's fine. I got the runway. It's off to the right, over there. Over there. Mais les pilotes ne peuvent pas ralentir l'avion. Au contraire, Danny Fitch doit augmenter la vitesse des réacteurs pour garder le nez de l'appareil relevé. Oh, baby. Ease her on down. Tell them we're 2 minutes away from landing. 2 minutes away from landing, 2 minutes. Dans ces circonstances, il faut garder confiance et se dire « Je vais réussir, je vais y arriver. Il n'est pas question que je rate mon coup. Je vais faire de mon mieux et si jamais je meurs, ce sera en ayant essayé jusqu'au bout. » (232), you are cleared to land on any runway. Ah, you want to make it particular and make it a runway, huh? Je savais qu'on allait assez vite et qu'on était suffisamment prêt pour atteindre l'aéroport. Par contre, je ne savais pas si on réussirait à atteindre la piste. L'avion vole encore beaucoup trop vite, mais l'équipage ne peut plus retarder l'atterrissage. C'est maintenant ou jamais. Get on the brakes with me. Yeah. Ils auront une force de freinage et une poussée inverse minimale pour arrêter l'avion au sol, et ils ne pourront pas le diriger. Jamais un pilote d'avion commercial n'a réussi à poser un DC-10 en toute sécurité à une telle vitesse, que ce soit avec ou sans commande de vol. Pull the power back. That's right, pull the left one back. J'entendais des gens pleurer. De temps en temps, j'entendais des gens pousser de petits cris. Je me souviens de m'être dit que je ne pouvais rien faire de plus pour me préparer. Je pouvais seulement attendre de voir ce qui allait se passer. L'avion va se poser dans 30 secondes. Je ne savais pas ce qui arriverait en touchant le sol. On allait beaucoup trop vite et on n'avait ni volet, ni frein, sans oublier qu'on ne pouvait pas diriger l'avion une fois sur la piste. À la dernière minute, j'espérais cabrer l'avion en augmentant la puissance pour relever le nez, ce qui avait pour effet de créer de la résistance avec le ventre de l'avion. C'était la seule façon de ralentir pour déposer le train d'atterrissage et rouler sur la piste. Les contrôleurs osent à peine regarder le terrible spectacle qui se déroulera sous leurs yeux. À seulement 30 mètres au-dessus de la piste, l'avion pique de nouveau du nez, augmentant ainsi sa vitesse déjà dangereuse.
Le nez s'est abaissé et on a pris de la vitesse. L'aile droite s'est inclinée, c'était désastreux. Il fallait redresser l'avion. Close the throttles. Pull them off. Pull them all off. I can't pull them off or we'll lose it. That's what's turning you. On a dit tous les deux, d'accord. Il était responsable des manettes et c'était à lui de décider. Okay, okay. Left, Royal, left, 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 left. We're turning, we're turning, we're turning. Ça ne s'est pas très bien passé. Ça a cogné très fort. Je me suis frappé la tête contre la baie radio devant moi. J'ai eu l'impression qu'une main de géant m'écrasait la tête contre la baie. L'impact a été d'une violence inouïe. Même si je savais ce qui s'en venait, je n'étais pas prêt pour le choc. J'ai senti l'avion se retourner à l'envers et on a glissé comme ça pendant ce qui m'a paru une éternité. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre et de voir du bleu pendant une fraction de seconde. Ensuite, tout est redevenu noir, brun et vert. Il n'y a pas de mots pour décrire la brutalité du choc. Ça m'a pris quelques secondes avant de réaliser ce qui était arrivé et que j'étais encore en vie. L'avion était à l'envers, j'avais la tête en bas sur mon siège. Je n'avais pas eu le choix de me diriger à l'arrière de l'avion à cause de la fumée. J'ai finalement trouvé une ouverture dans la queue par laquelle je suis sorti. Quand je suis sorti de l'avion, j'ai constaté que j'étais dans un champ de maïs. Ça m'était familier, ça m'a réconforté. À ce moment-là, j'ai senti que j'étais probablement en assez bon état et que je ne mourrais pas. J'ai fait quelques pas et j'ai entendu un bébé pleurer à l'intérieur de l'avion. Je n'ai pas pensé au danger, je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement réagi aux pleurs. Tout ce dont je me souviens, c'est d'être de retour dans l'épave. It's okay. It's okay. Jerry Schemmel sauve un bébé des décombres. Grâce à lui, la fillette et ses parents sont réunis. Mais tous n'auront pas cette chance. L'avion est en morceaux sur la piste et dans le champ de maïs. Le poste de pilotage et les pilotes semblent avoir disparu. Quand l'avion s'est écrasé et qu'il a percuté le sol dans une gigantesque boule de feu, on ne s'attendait pas à retrouver des survivants. 45 minutes après l'écrasement, on retrouve le poste de pilotage à 180 mètres du reste de l'épave. Les 4 pilotes ont survécu. J'ai perdu connaissance. Heureusement, l'impact m'a assommé. Je ne me souviens absolument pas de l'écrasement. Tout à coup, j'ai entendu quelqu'un dire « Êtes-vous là-dedans tous les 4 ?» Et j'ai entendu plusieurs voix répondre « Oui ». Les débris m'écrasaient. J'avais une douleur cuisante dans le dos et sur le côté. J'avais des côtes cassées, un poumon perforé. Je n'ai jamais perdu connaissance, je me souviens de tout. Le premier soir à l'hôpital, j'ai failli mourir. J'ai subi 9 opérations et ma convalescence a duré 18 mois. 111 passagers et membres d'équipage ont péri, dont 11 enfants. Mais 185 personnes ont survécu au terrible atterrissage en catastrophe. Au début, on était persuadé qu'il n'y aurait pas de survivants. Mais il y en a eu plusieurs. Les dommages constatés sur la partie arrière du fuselage confirment les dires des pilotes. Le 2e réacteur a explosé en vol. Les enquêteurs veulent savoir pourquoi et comment l'explosion a pu endommager l'ensemble du système hydraulique de l'avion. On avait déjà une bonne idée de ce qu'on cherchait. Une panne moteur d'une ampleur catastrophique s'était produite. Et de graves problèmes avaient privé l'avion de ses 3 circuits hydrauliques. L'enquêteur désigné du NTSB, Bob McIntosh, dirige l'équipe dépêchée à Sioux City.
L'enquête s'est rapidement concentrée sur les éclats des pièces et leurs différentes trajectoires, dans l'espoir de déterminer comment elles avaient pu causer autant de dommages à l'avion. Les enquêteurs ne mettent pas de temps à découvrir qu'une pièce essentielle du réacteur a disparu. Le disque de la soufflante est une partie bien visible à l'avant du réacteur. On remarque immédiatement son absence. Le disque de la soufflante est l'une des plus grosses pièces du réacteur. Elle est responsable d'acheminer l'air à l'intérieur. Elle pèse environ 180 kg, avec un diamètre de 80 cm. Elle n'était plus là. Il fallait la retrouver, parce que c'était la force destructrice qui avait provoqué l'écrasement de cet avion. Comme cette pièce maîtresse est impliquée dans l'accident, le NTSB demande la collaboration de métallurgistes. Les pièces rotatives des moteurs des avions à réaction sont conçues pour résister à une forte pression. Il faut donc utiliser un matériau qui en optimise la force tout en minimisant son poids. Le disque de la soufflante à l'avant du réacteur, par exemple, est en alliage de titane. Les moteurs à réaction sont extrêmement fiables. Un bris du disque de la soufflante est rarissime. La défaillance de toute pièce rotative importante, que ce soit à l'avant ou à l'intérieur du réacteur, est toujours grave. Afin d'expliquer cette rare défaillance, les enquêteurs doivent retrouver la pièce manquante. La clé du mystère se trouve fort probablement sur les terres d'une ferme de l'Iowa. Une vaste opération de ratissage est lancée. C'était extrêmement frustrant de ne pas avoir cette pièce, et on savait qu'on aurait du mal à la retrouver. On était déterminés, mais conscients des difficultés qui nous attendaient. Les enquêteurs s'intéressent également au circuit hydraulique de l'avion. Ils se demandent comment un système à triple redondance a pu flancher de la sorte. En principe, quand on perd un moteur, on perd un seul des 3 circuits. On savait que le deuxième réacteur était la cause du problème. Mais il nous restait à comprendre pourquoi les 3 circuits hydrauliques avaient lâché. Chacun des 3 circuits hydrauliques est alimenté par un des 3 réacteurs. Comme un seul réacteur s'est éteint, les 2 autres circuits auraient dû faire leur travail. Les enquêteurs examinent l'épave aux environs du 2e réacteur. Ils commencent à avoir une idée de ce qui s'est passé. Les 3 circuits hydrauliques se rejoignent dans l'empennage horizontal pour actionner la montée et la descente des gouvernes de profondeur. Les 3 circuits hydrauliques convergent à l'arrière de l'avion, sous le réacteur arrière. Le 2e circuit hydraulique a été détruit quand le disque de la soufflante s'est rompu. Les éclats ont endommagé les 2 autres circuits. Toutes les conduites ont été percées ou sectionnées. L'avion a saigné à mort, en quelque sorte. On a réussi à comprendre comment la panne moteur d'un réacteur a rendu les 2 autres inopérants. Maintenant que les enquêteurs savent que le bris du disque de la soufflante a causé les dommages fatals, il est urgent de découvrir l'origine de cette défaillance. Mais pour cela, il leur faut absolument la pièce. Une récompense de 50 000 $ est offerte à quiconque la retrouvera. Trois mois se sont écoulés depuis l'écrasement du vol 232 de United Airlines à Sioux City, en Iowa. Une fermière retrouve la pièce cruciale du casse-tête dans son champ à une centaine de kilomètres de l'aéroport. This was I came across the combine, and the combine met with resistance. I backed up and I thought, oh my gosh, this is it. La femme qui a trouvé le disque de la soufflante était notre héroïne. C'était un élément de preuve extrêmement important. Le gigantesque disque est séparé en 2 morceaux. C'était exceptionnel. Il fallait à tout prix découvrir pourquoi ce disque avait éclaté, comme on dit. L'alliage de titane de cette pièce maîtresse est d'une solidité et d'une résistance remarquables. Il ne devrait pas se casser en 2. En regardant le disque brisé, je n'arrivais pas à croire qu'une pièce aussi massive se soit séparée en 2 gros morceaux. Un examen attentif de la pièce endommagée dévoile la cause surprenante de son bris.
La cassure de fatigue sautait aux yeux. Ensuite, l'enquête s'est poursuivie pour déterminer d'où venait la cassure initiale. Les enquêteurs veulent savoir ce qui a affaibli ce solide alliage. Ils trouvent l'origine de la cassure et prélèvent cette section pour l'analyser. Le métal contient des éléments qui ne devraient pas s'y trouver. De l'azote et de l'oxygène sont mélangés au titane. La présence d'azote et d'autres éléments, comme l'oxygène, fragilise le titane. Il craque très facilement. Les enquêteurs concluent qu'une microscopique imperfection du titane utilisé dans la confection du disque de la soufflante est responsable de la cassure qui s'est développée progressivement en 17 ans. Au fil des ans, elle est devenue de plus en plus grosse à chaque démarrage et arrêt du réacteur. Ce n'était qu'une question de temps avant que le disque finisse par céder. Et que la tragédie frappe. Cette pièce devait être inspectée régulièrement, et elle l'était. Mais la cassure était extrêmement difficile à détecter en raison de sa situation. Le NTSB recommande immédiatement qu'une inspection plus rigoureuse de tous les disques de soufflante des réacteurs soit effectuée. Le titane est désormais fondu 3 fois en vase clos pour en retirer les impuretés. Toute trace d'azote ou d'oxygène qui pourrait se trouver dans le titane est aspirée en vase clos et retirée. Le système hydraulique du DC-10 a également été amélioré. Les concepteurs ont ajouté une série de soupapes pour sceller les conduites en cas de rupture. Chaque accident nous apprend quelque chose. Même si l'écrasement de Sioux City remonte à quelques décennies, on en tire encore des leçons. Malgré les pertes de vie, la performance des pilotes est saluée comme un véritable exploit. Les survivants ont été surpris de s'en tirer sains et saufs. C'est grâce à la compétence de l'équipage et à la résistance de l'avion. Quand le 3e circuit hydraulique a cédé, ils étaient en territoire inconnu. Sans liste de vérification, ils ont dû improviser. C'était une situation catastrophique qu'ils ont réussi à redresser en partie. Selon plusieurs, la décision du commandant Haynes d'accepter de l'aide au plus fort de la crise a contribué à sauver 185 vies. Al Haynes a laissé les commandes de son avion à un parfait inconnu. Je crois qu'il savait parfaitement que les manettes des gaz étaient les seules à donner une certaine maîtrise de l'appareil. C'est un acte de bravoure incroyable. C'est tout à son honneur. Les 4 pilotes reçoivent le prix Polaris. Il s'agit de la plus haute distinction de l'aviation civile, soulignant un professionnalisme et un héroïsme exceptionnels. On a posé l'avion sur la piste. C'était tout ce qu'on pouvait espérer. Nous qualifier de héros pour ça, non, je ne suis pas d'accord. On a simplement eu la chance que nos efforts portent fruit. J'étais prêt à sacrifier ma vie. Mais ce n'était pas héroïque. J'étais prêt à sacrifier ma vie parce que c'est ma responsabilité comme commandant de bord. Les passagers me font confiance et je ne veux pas les laisser tomber. Al Haynes et Bill Rickards étaient de retour dans le poste de pilotage moins d'1 an après l'accident. Danny Fitch a eu besoin d'un peu plus de temps. Les médecins ont réussi à me guérir. Mais ils ne pensaient jamais que je me retrouverais à nouveau dans le siège du commandant. Ils étaient convaincus que je ne pourrais plus voler. Ça m'a pris 16 ou 18 mois. C'était le vol 187 à destination d'Honolulu. Dans la cabine, on a entendu « Aujourd'hui, votre commandant de bord est Danny Fitch. Il ne faut jamais laisser tomber. »